Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en direct ici sur le plateau du Figaro Immo pour une première émission qui s'appelle Les Clés de l'Immo. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous rendre service à vous qui avez un projet immobilier. Vous vous posez plein de questions, ben voilà, dorénavant c'est votre émission. On va tenter chaque semaine d'y répondre, tous les vendredis de 13h à 13h30. Vous vous posez des questions sur quoi? Compromis de vente, signature, le prix d'un bien, des échanges de maisons, d'appartements, de construction, énormément de questions. Et donc, chaque semaine, ici en direct sur Figaro Immo, sur le Figaro Live, un expert viendra répondre à vos questions. Alors, on va vous aider et on va vous présenter cet expert, c'est Maître Noblinski. Bonjour. Maître Noblinski, vous êtes membre de la Chambre des notaires de Paris. Alors, un mot sur cette chambre ? Alors, c'est la Chambre des notaires de Paris. Plus précisément, c'est une chambre interdépartementale puisqu'elle regroupe les notaires des 75, 93 et 94. Ce sont 1300 notaires pour 390 offices qui emploient 5400 personnes. Et à titre d'exemple, on a réalisé 3339 000 actes en 2017, très précisément. Très bien, très précis, bravo. Alors, on va voir avec vous, on va démarrer sur, en fait, aujourd'hui, c'est les étapes de l'acquisition. La semaine prochaine, on verra le financement, le budget, comment décrocher le meilleur taux de crédit. On verra ensuite la location des étudiants, mais aussi location de vacances. Nous verrons aussi des villes quand on est à 150 000 euros, 200 000 euros, combien investir? Y a-t-il des opportunités? Aujourd'hui, on va démarrer par du classique, on va dire. C'est les étapes de l'acquisition avant de signer, avant d'acheter, avant la mise en vente. Alors, beaucoup de questions et on va être le plus clair possible, c'est promis? C'est promis. Bon, ok. Vous avez été en tout cas très nombreux, on vous remercie. On a récupéré pas mal de questions déjà tout au long de la semaine. On va les dévoiler, vous allez y répondre en étant très clair. Et puis, on va répondre également à toutes les questions en direct. Alors, l'émission dure environ une demi-heure, donc on est là jusqu'à 13h30. Première question, alors qui concerne la promesse de vente, compromis de vente avant la signature de l'acte de vente. Et c'est une question de Noé. Alors Noé nous dit « J'ai besoin d'un conseil, je devais signer aujourd'hui l'acte de vente de ma future maison. Les vendeurs affirment avoir un problème de déménageur, ils m'ont demandé 8 jours de plus. J'ai dit non, mais je n'ai pas le choix. J'ai tout décalé d'une semaine, je suis à la rue avec ma fille. J'ai posé mon vendredi prochain pour signer. Leur notaire vient de proposer par écrit la date du 2 juillet. Auriez-vous un conseil à me donner? Dois-je prendre un avocat? Que puis-je faire? Un grand merci, je suis en détresse. » Je comprends la détresse de Noé qui avait organisé tout ce qu'il pouvait pour pouvoir tenir les engagements qui avaient été souscrits dès le départ. Il est vrai que dans le compromis de vente, dans la promesse de vente, on indique des dates et ces dates tiennent de loi pour les parties. C'est-à-dire, en d'autres termes, on n'a pas le droit, on n'est pas censé avoir le droit de dépasser la date puisque c'est celle à laquelle les parties se sont engagées. Donc Noé a le choix, c'est pas vraiment, il dit qu'il n'a pas le choix, mais il a le choix. Il pourrait très bien dire « je renonce » à l'acquisition, je prends un avocat et je fais valoir mes droits puisque, en tout état de cause, le vendeur ne tient pas ses engagements. Malheureusement, il va falloir arbitrer entre vendre, acquérir le bien ou prendre un avocat pour pouvoir indemniser son préjudice qui, selon toute logique, reste faible pour un magistrat s'il allait devant le tribunal demain. Donc j'aurais tendance à dire pour Noé que c'est un moment qui n'est pas très agréable à passer, qu'il avait prévu certaines choses qu'elles ne vont pas se passer comme il les avait envisagées. Mais à mon sens, il vaut mieux prendre son mal en patience, recalculer un petit peu les délais et attendre que la signature intervienne selon la proposition qui lui est faite par le notaire. Donc vous lui conseillez de trouver une solution en fait, d'hébergement qui soit provisoire, mais ça arrive souvent, ces problèmes justement de déménagement qui retardent d'autant les dates de signature? C'est une situation qui est extrêmement fréquente, surtout aujourd'hui. Les raisons, elles sont très simples. Aujourd'hui, on signe des actes de vente à généralement, on va dire 3 mois entre le moment où on a signé la promesse et où on a signé la vente. 3 mois, c'est long, il peut se passer beaucoup de choses. Et surtout, il faut faire preuve d'une très grande anticipation. Cette anticipation, elle n'est pas naturelle chez les gens dans la mesure où tout le monde ne signe pas des promesses de vente tous les jours. Et on se retrouve confronté dans des situations où, au dernier moment, on a oublié d'organiser le déménagement ou des raisons qui sont encore plus courantes, on a un crédit qui met du temps à arriver. Et du coup,
on décale, d'autant la réalisation de la signature de l'acte de vente. Donc, je ne veux pas généraliser, mais ce sont des situations qui sont extrêmement fréquentes. Merci. Alors, question de Vadim77. Avant de signer, faut-il obligatoirement faire appel à 2 notaires, celui du vendeur et celui de l'acquéreur? Il n'y a pas de règle. Ça, c'est le point premier. C'est important de le rappeler. Il n'y a pas une règle qui dit qu'un vendeur et un acquéreur doivent avoir 2 notaires distincts. Il y a un point qui est important. Un notaire n'est pas un avocat. Il n'est pas là pour défendre son client. Ouais. Il est là pour défendre le contrat. Il est là pour assurer un équilibre, un juste équilibre sur le contrat et de respecter les engagements du vendeur, les engagements de l'acquéreur. C'est le juge du contrat. Il est vrai qu'il y a une certaine logique, et en tout cas c'est plutôt une certaine pratique, qui est que le notaire, il y ait un notaire vendeur et un notaire acquéreur. Mais il n'y a pas de règle. S'il y a un notaire pour les 2 parties lors d'une transaction, c'est suffisant. C'est suffisant. Le notaire est le juge du contrat. Très bien. Question de Thomas de Nice. Que se passe-t-il si je n'obtiens pas mon prêt immobilier après la signature de la promesse ou du compromis de vente? C'est une très bonne question et c'est une question qu'il faut se poser le plus en amont possible. Déjà, ça c'est le premier point. Peur quand même. Ça fait un petit peu peur. Maintenant, la loi est très bien faite. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un bien immobilier, il y a beaucoup de lois qui viennent se mettre en place. Il y a le code civil, il y a le droit de la construction, mais il y a surtout le code de la consommation. Et le code de la consommation comprend des dispositions qui sont dites d'ordre public. Et au terme de celle-ci, on a notamment la condition suspensive de prêt, qui est une condition suspensive légale, qui prévoit que si une personne a besoin d'un financement pour acheter un bien immobilier, la condition suspensive s'applique quoi qu'il arrive. Donc il faut dire à Thomas qu'il ne s'inquiète pas, que si jamais il a besoin d'un financement, il sera protégé par cette condition suspensive, mais il ne faut quand même pas s'engager à la légère, et le conseil véritable, ça serait plutôt de dire, avant de signer la promesse, allez voir votre conseiller, regardez quelles sont vos capacités d'emprunt et signez des promesses de vente en pleine connaissance du fait que vous aurez a priori votre crédit, et si vous ne l'avez pas, vous serez protégé par la condition suspensive. Ça paraît logique, effectivement. Question de Béatrix. Quelle formule mettre dans une offre d'achat avec une agence pour éventuellement se rétracter avant la signature du compromis chez le notaire? Alors là, on parle côté acquéreur. Donc c'est une question qui est assez simple à régler dans la mesure où toute personne physique qui achète un bien à usage d'habitation a la possibilité, après la signature de la promesse de vente, de se rétracter pendant un délai de 10 jours. C'est-à-dire que Béatrix va se rendre chez son notaire, elle va signer la promesse de vente, vous allez ensuite recevoir la promesse de vente et ses annexes par courrier recommandé avec accusé de réception, et à compter du lendemain de ce recommandé, vous aurez 10 jours pour écrire au notaire et dire « je n'achète plus ». Donc ça, c'est une protection qui existe. Une petite précision pratique toutefois, les 10 jours commencent à courir, même si vous n'allez pas chercher le recommandé à la poste. Ça, c'est important. Donc c'est très important de le préciser. Donc Béatrix, si vous n'allez pas chercher votre compromis à la poste, n'attendez pas, ne pensez pas que vous allez pouvoir vous rétracter 20 jours après. Le délai commence à courir. Très bien, on continue avec une question de Thibaudier. Merci de toutes ces questions posées qu'on a pu récolter depuis le début de la semaine sur Figaro Immo. Alors, question de Thibaudier. Je vais acheter pour la première fois. Nous avons visité et craqué pour une maison de 112 mètres carrés à Auxerre. J'ai confiance, mais ma femme redoute des complications. Quels sont les pièges à éviter? En quoi devons-nous faire attention avant de signer? S'il y a des vices cachés, nous avons jusqu'à quand pour nous retourner? C'est une question large. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, surtout pour un notaire bavard. Mais qui traduit aussi l'aspect peut-être anxiogène aussi, justement, notamment de la première acquisition. C'est pas évident parce qu'on met quand même, il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais c'est une anxiété qui est réelle et qui est raisonnable, on va dire, puisque les gens s'endettent pendant longtemps, vont rembourser un emprunt, s'engagent dans des choses qui sont compliquées. Donc l'angoisse, elle est réelle. Malheureusement, il n'y a pas de formule miracle pour pallier cette problématique dans la mesure. Mais on va quand même répondre à Thibaut pour lui dire ce qu'il faut faire pour éviter que son épouse soit inquiète. La première chose, c'est qu'il faut prendre son temps pour visiter l'appartement. On achète un bien en l'état, c'est-à-dire dans l'état dans lequel il se trouve au moment de la visite. Donc il ne faut pas négliger la visite du bien. Il ne faut pas rentrer, dire qu'on a un coup de cœur, ressortir en disant c'est celui-là. Quitte à faire plutôt une deuxième visite pour bien se rendre compte. Puisque la règle, c'est qu'entre particuliers, les biens sont vendus en l'état, tel que les biens ont été visités. Et tout ce que le vendeur ne savait pas,
par définition, il ne peut pas le garantir. Donc, si Thibault rentre dans sa maison, et je suis navré d'un éventuel conflit familial, mais si Thibault rentre dans sa maison et que 3 semaines après, il y a une problématique de vice qui apparaît, malheureusement, si le vendeur n'en avait pas connaissance, il n'y aura aucune garantie. La seule limite à ça, c'est tout ce que le vendeur ne vous dit pas. C'est-à-dire que quand vous signez, le vendeur a une obligation d'information. Il est obligé, de par la loi, de vous dire tout ce qu'il sait et surtout tout ce qui est indispensable au consentement de l'acquéreur. Ça veut dire qu'à partir du moment où le vendeur n'a pas dit quelque chose, eh bien, il doit indemniser le préjudice qui serait éventuellement subi par Thibault. Très bien. Question de Mathieu. Quelle est la valeur juridique d'une offre d'achat, d'une offre de vente ? La loi vous dit qu'une offre acceptée vaut vente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une offre et qu'elle est acceptée par le vendeur, le contrat est scellé, la vente est censée être faite. Plusieurs limites, les 10 jours de rétractation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un acquéreur potentiel bénéficie d'un droit de rétractation de 10 jours et a la possibilité de se rétracter, s'il fait une offre qui est acceptée par le vendeur, elle est définitive, les engagements sont scellés sous réserve de cette rétractation de 10 jours. Mais s'il n'y a pas de rétractation, il faut partir du principe que l'engagement contractuel est de vendre et d'acheter est souscrit par le vendeur et par l'acheteur au moment de l'acceptation de l'offre. Donc l'offre a un véritable caractère juridique très important. La promesse n'est que la formalisation de cette offre d'achat et la vente est la formalisation des engagements souscrits à la promesse. Donc tout part de l'offre. Alors, vous l'évoquiez, maître, et d'ailleurs dans un marché immobilier qui est plutôt fluide, on a vu l'année 2017, il y a eu 968 000 ventes dans l'ancien. Là, il y a un petit ralentissement, mais quand même, il y a une bonne dynamique du marché. C'est pas parce que les taux de crédit sont bas qu'il faut aussi acheter les yeux fermés, il faut être extrêmement vigilant. Et justement, un petit rappel quand même des conseils avant de passer à l'acte d'achat, et vous l'évoquiez. Visitez vraiment sans vous presser, prenez le temps, visitez le logement à plusieurs moments de la journée afin de bien repérer d'éventuelles nuisances. Évaluez bien, c'est toujours très important, la proximité des transports, des écoles, des commerces. Il ne faut jamais se fier aux apparences, il faut tout inspecter du sol au plafond. Assurez-vous du bon fonctionnement des équipements, installation électrique, plomberie. Regardez bien les diagnostics que doit vous fournir le vendeur, c'est important. Deuxième conseil, là aussi, faites chiffrer les travaux. Il faut en règle générale un bien ancien avec travaux est moins cher qu'un bien rénové ou neuf. Vous pourrez donc peut-être réaliser une bonne affaire, mais faites attention. Il faut vérifier que les travaux nécessaires ne vous entraînent pas dans un gouffre financier. Et puis, c'est un peu la règle d'or, c'est soigner le plan de financement, anticiper au maximum, profiter de ces taux de crédit attractifs. Mais voilà, il faut en profiter sans avoir les yeux fermés. Il faut bien ouvrir l'œil et bien anticiper votre dossier de financement et de visiter aussi, très important, le bien même le soir et retourner pour s'assurer qu'il n'y a pas de nuisance. Tout à fait. Alors, on va continuer avec la série de questions. On a Sarah de Villepinte. Merci Sarah. Combien de temps doit-il se passer entre la vente et le fait de devenir propriétaire? De combien de fois la signature peut-elle être décalée? Et lors du processus de vente, quand devient réellement propriétaire du bien immobilier que je viens d'acquérir? Parce qu'on a tendance des fois que c'est un peu long. C'est un peu long et c'est pour plusieurs raisons. Déjà, entre le moment où on signe la promesse de vente et le moment où on signe l'acte de vente, il y a des formalités à accomplir. Il y a des formalités qui changent en fonction du lieu de situation du bien, en fonction de situation. Il peut par exemple avoir un droit de préemption de la mairie à purger, auquel cas la mairie dispose d'un délai de 2 mois pour répondre. Donc il y a des délais qui sont incompressibles. Mais ce droit de préemption ne s'applique pas tout le temps. Donc on pourrait considérer qu'on peut signer tout de suite. À partir du moment, je vois derrière moi un petit logo qui dit « Est-il si long ?» Je sens poindre un reproche. Certains peuvent dire « Oui, mais enfin, les notaires prennent leur temps. Le temps de récupérer les différents documents. » Alors, le temps de récupérer les différents documents, effectivement. Ce qui dure le plus longtemps entre la promesse et la vente, réellement, c'est l'obtention de son financement. Comme vous le disiez, les taux d'intérêt sont excessivement bas. Donc les gens en profitent pour refinancer en plus que d'acheter. 1,47 en moyenne, toute durée confondue, ce qui est quand même extraordinaire. Excessivement bas. Divisé par 5 depuis les années 2000. Sachant que la norme aujourd'hui est devenue d'emprunter sur 25 ans, ce qui n'existait quasiment pas avant que les taux soient très très bas. Donc il faut partir du principe qu'il n'y a pas de délai type. Si vous signez une promesse à un jour J, vous pouvez considérer que vous pouvez signer la vente directement à J plus 1 mois, J plus 15 jours. Tout dépend de la disponibilité des fonds. Pour continuer et pour répondre très précisément à Sarah,
Le transfert, elle est réellement propriétaire, elle ne sera réellement propriétaire qu'à partir du moment où elle signe l'acte de vente. L'acte de vente entraîne juridiquement le transfert de propriété, mais également le transfert des risques. Donc au moment où elle mettra son stylo en bas du papier, stylo électronique, aujourd'hui on le constate de plus en plus. Elle sera propriétaire du bien, l'échange des clés aura lieu et Sarah sera réellement propriétaire à ce moment-là. Mais il faut parfois être patient, effectivement, Maître Noblinski, vous avez raison de le dire, et voilà, il faut le savoir, il faut s'armer de patience. Question de Virginie, le diagnostic technique de l'appartement du vendeur est incomplet. Mon notaire me dit qu'on ne peut pas signer en l'état, or j'ai vendu mon appartement et je ne peux plus décaler. A-t-il raison et comment trouver un arrangement ? Je ne suis pas juge de ce que dit son notaire, il doit y avoir forcément un contexte, mais j'aurais tendance à dire qu'il a raison, absolument. Aujourd'hui, le vendeur a une obligation qui est l'obligation de fournir des diagnostics techniques. C'est-à-dire, il doit solliciter d'un professionnel la réalisation d'un dossier de diagnostic technique. Ces diagnostics doivent être remis à l'acquéreur. C'est sa seule obligation d'ailleurs. Il ne doit pas réparer ce qui est dans les diagnostics. Sa seule obligation, c'est d'indiquer les éventuels problèmes qui peuvent être dans les diagnostics. Si le vendeur ne remet pas ces diagnostics ou qu'ils sont périmés, puisqu'il y a certains diagnostics qui se périment, certains au bout de 6 mois par exemple, le vendeur ne pourrait pas s'exonérer de la garantie des vices cachés qu'il ne doit pas généralement à une vente en particulier. Donc c'est quand même très risqué pour le vendeur. Et comme je le disais, le notaire qui est le juge du contrat a raison que de devoir décaler de quelques jours la signature le temps que ces diagnostics soient réalisés. Et malheureusement, j'aurais tendance à dire c'est également pour Virginie un mal pour un bien, dans la mesure où elle aura au moins une information complète de au niveau des diagnostics. Et comme vous le disiez, c'est vital. En plus, c'est vital. C'est très important. Alors, dans la même ligne, question de Brigitte. Quelles sont les garanties d'un achat et tout ce qui est obligatoire comme vérification, électricité, etc. Comme je le disais, il n'y a pas la seule obligation, c'est une obligation d'information du vendeur. Le vendeur a l'obligation de fournir des indications sur l'état du bien à l'acquéreur. Il ne doit pas les garantir, il doit simplement les communiquer. Pour cela, il doit remettre une documentation, je dois l'avouer, assez importante, surtout depuis la mise en place de la loi Allure qui renforce une obligation d'information en communiquant des documents qu'on ne voyait pas avant. Mais ces documents ont quelque part une certaine importance. Quand le vendeur Mais pour signer, on n'est pas obligé de les avoir tous. Il peut y avoir là-dessus un compromis à partir du moment où les deux notaires, typiquement, où le vendeur et l'acquéreur sont d'accord. Il peut y avoir des compléments. Non, alors il y a une documentation type qui doit être communiquée. Elle est prévue par la loi, donc celle-ci, elle existe. Et à partir du moment où on a ces documents, on va pouvoir signer la promesse de vente. C'est des documents qui sont longs et qui demandent l'intervention de beaucoup d'administrations, du syndic de copropriété quand on est en copropriété. Donc malheureusement, il y a beaucoup de personnes à interroger en vue de réunir toute cette documentation. Non, mais la vente n'est pas bloquée s'il manque un papier et que les deux acquéreurs et vendeurs se mettent d'accord en disant ça pourra arriver plus tard. C'est important, ça, parce que ça arrive souvent aussi. Ça dépend quel document. Quel document. Ça dépend quel document. Si c'était une facture d'un lustre qui reste dans l'appartement, après la vente, ça ne pose pas de difficulté. Mais une pièce qui juridiquement est nécessaire pour la signature de la promesse ou de la vente, malheureusement, il n'y aura pas d'autre choix que de décaler. Question de Marc. Alors, Marc a envie de savoir qui paie les frais de notaire. En fait, les droits de mutation à titre onéreux, qui paie les frais de notaire et lors de la vente, est-ce que c'est moins cher dans le neuf que dans l'ancien ? Je vais me permettre simplement, Marc, n'y voyez pas de discours moralisateur, mais nous appelons ça plutôt des frais d'acte, dans la mesure où ce ne sont pas mes frais quand je signe un acte de vente. Il y a des frais qui sont, c'est cette provision sur frais d'acte qui est appelée aux acquéreurs pour l'acquisition, comprend les droits d'enregistrement, la rémunération du notaire qu'on appelle des émoluments et également la rémunération de certains prestataires. Et on dit généralement ça représente 7 à 8% de la valeur d'un bien dans l'ancien et 3-4% dans le neuf. Ça représente effectivement environ 7% dans l'ancien et environ 2,5-3% dans le neuf. Donc dans le neuf, c'est moins cher. Pour être très précis et répondre à Marc, c'est généralement l'acquéreur qui paye ses frais, sauf de temps en temps quand il y a des accords différents, généralement dans l'ancien entre professionnels, où on dit que le vendeur paiera les frais, et dans le neuf, où les promoteurs de plus en plus ont tendance à offrir les frais d'acte, d'un point de vue commercial, et dans ces cas-là, les frais restent à la charge du vendeur. Question, on poursuit avec vos questions. On est en direct ici
sur le Figaro Immo pour les clés de l'IMO, cette première émission dédiée répondre à vos questions, vous qui allez acheter une maison, un appartement demain, dans 3 mois, dans 6 mois, et voilà, vous vous posez plein de questions. Et l'idée, c'est vraiment de répondre ici, en direct, chaque semaine, à vos questions. Marc, qui paie les frais de notaire? Ça a été répondu, et très bien. Question de Luc. Luc, qu'est-ce qu'une condition suspensive et est-ce que c'est risqué d'en prévoir une? Une condition suspensive, c'est par essence une condition qui suspend le contrat. C'est-à-dire qu'on signe une promesse de vente sous condition suspensive et dans une promesse de vente, on prend l'engagement de vendre et d'acheter. Et cet engagement est conditionné à la réalisation de certaines conditions suspensives. Elles sont très précisément visées dans le corps de la promesse de vente. C'est-à-dire quand on signe une promesse et qu'il y a des conditions suspensives, elles sont précisées. Généralement, celle qu'on retrouve systématiquement, c'est une condition suspensive de financement puisqu'elle est prévue de par la loi. Et il y a d'autres conditions suspensives qui sont liées généralement à l'obtention de documentation administrative pour pouvoir justement passer la vente. Il y a 2 types de conditions suspensives. Il y a la condition suspensive dont personne ne peut se prévaloir, c'est-à-dire je ne vais pas dire je vais utiliser cette condition suspensive parce qu'elles sont simplement là pour pouvoir permettre de signer la vente. Et il y a des conditions suspensives qui sont là pour protéger les acquéreurs et qui peuvent du coup eux-mêmes dire j'utilise cette condition suspensive pour sortir du contrat. Donc il est utile d'en prévoir, il est même parfois indispensable d'en prévoir et même parfois encore plus obligatoire d'en prévoir. Question de King. Après avoir acheté un appartement, puis-je le revendre à la suite en viager occupé? Oui, tout à fait. Ça vous êtes sûr, parce que là, je sens une hésitation. Je cherchais le fond de la question. Je cherchais à comprendre d'où pouvait provenir cette question. Il n'y a pas de limite à l'achat et à la revente, sauf une limite qui est fiscale, l'administration fiscale pourrait considérer que si vous achetez pour revendre immédiatement, ce n'est plus pour habiter ou pour investir, mais c'est simplement pour en faire une activité professionnelle. Donc attention à l'achat-revente immédiat qui pourrait du coup aboutir à des problèmes fiscaux liés à une activité professionnelle. Donc oui de principe, non si c'est habituel et courant. Il faut rappeler quand vous souhaitez vendre un bien, c'est très important, on l'évoquait tout à l'heure, faites établir les diagnostics, il faut être transparent, c'est absolument indispensable. Soignez la décoration quand on veut vendre un bien aussi, c'est important. Certains ont recours au home staging, en tout cas il faut le mettre en valeur, il faut le valoriser. Estimer le juste prix, il faut savoir qu'un bien surcoté ne se vend pas, généralement ne se vendra pas. Il faut être raisonnable dans le domaine, si possible, valoriser les atouts de votre bien, il faut établir les plus et les moins d'un logement, il ne faut pas hésiter. Optez, si vous passez par une agence immobilière, une agence qui soit efficace, qui fasse des visites, des contre-visites, il ne faut pas hésiter à le demander, c'est très important parce que l'agence immobilière va vous dégager du temps, c'est une corvée en moins, mais doit aussi prendre le temps de faire venir les véritables acquéreurs potentiels, plutôt que de passer de temps en temps de particulier à particulier. On passe beaucoup de temps, certes ça coûte moins cher, mais en tout cas soyez très exigeants par rapport à l'agence immobilière, c'est un service plus. Préparez un dossier, le dossier là aussi c'est indispensable, il faut qu'il soit bien ficelé. Soyez attentifs aux propositions d'achat, ça ne sert à rien de dire tout de suite non, ça il n'en est pas question, il ne faut pas le regretter plus tard, pesez bien le pour et le contre, et puis respectez votre engagement, si vous passez par une agence, signez un mandat, ça vous engage. Quelles sont les autres questions? On va en prendre d'autres là qui arrivent, les plus fréquentes que vous avez justement à votre étude. On a retrouvé quand même beaucoup de questions qu'on retrouve généralement, donc j'aurais tendance à dire que c'est quand même très pratique ce genre d'émission dans la mesure où nos clients posent ces questions-là. On nous pose très souvent la question de savoir s'il y a vendeur, acquéreur, qui a son notaire, qui ne l'a pas. C'est une question qui est très récurrente. On a de plus en plus de questions pour comprendre à quoi correspondent les frais d'acte également, ce que les gens appellent les frais de notaire, mais improprement. Donc ça nous permet également de pouvoir communiquer sur ce sujet-là. Et on retrouve quand même généralement des gens qui sont inquiets. Mais il ne faut pas oublier que c'est un moment qui est heureux. C'est l'achat, c'est pour éventuellement sa famille, pour se loger. C'est un investissement qui est long, sur des remboursements de financement qui sont très longs. Donc il ne faut jamais garder à l'esprit quand même que c'est un moment heureux et que les gens doivent le faire avec plaisir. Mais les questions qu'on a vues aujourd'hui sont des questions qui sont excessivement récurrentes dans nos offices. On a été très heureux en tout cas de vous accueillir, Maître Dęblinski. Merci infiniment. Je pense que vous reviendrez. Avec grand plaisir. Merci à vous, merci les internautes de nous avoir suivis. On a tenté de répondre
à vos questions. Il y en aura d'autres. La semaine prochaine, on parlera ici même de financement, de taux de crédit immobilier. On verra ça avec Cécile Rochlor, qui est la porte-parole d'Empruntis. Maître Noblinski et la Chambre des notaires de Paris, qui est partenaire, reviendra régulièrement aussi pour répondre à vos questions. Voilà, c'était une première. On était très heureux. Merci à toute l'équipe ici en régie pour cette émission Les Clés de l'IMO.